Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va encore une fois parler d'un sujet extraordinaire que j'ai trouvé et qui est hyper intéressant et passionnant. Vous allez voir, il y a des exemples incroyables. Et ce sujet, ça s'appelle la sagesse de la foule. Alors attention, je vous vois venir, non, ce n'est pas une foule bien assise, gentille, qui sirote de la menthe, non. Rien à voir avec ça, on va parler ici d'intelligence collective. Vous allez voir, il y a des exemples complètement incroyables. Est-ce que par exemple, sur un sujet bien précis, si on prend 1000 personnes qui sont complètement amateurs et qui n'y connaissent rien, mais qui vont travailler ensemble sur le sujet, est-ce que ces 1000 personnes face à un seul professionnel qui maîtrise le sujet, est-ce qu'elles seront meilleures que lui ? Là est la question, l'intelligence collective. Est-elle le turfu, les amis? En gros, on fait un 1 versus 1000, c'est un peu ça l'idée. Mais attention, ça peut s'appliquer à plein d'autres trucs, vous allez voir, c'est incroyable. En fait, la réponse est plus subtile que de dire oui ou que de dire non. Et comme je vous l'ai dit, il y a des exemples vraiment intéressants sur le sujet, vous allez voir. Et notamment, grâce à Internet, ce genre de tests ont vachement été simplifiés, ils ont pu se démocratiser un peu partout. Le projet Twitch Play Pokémon, pour exemple. Le projet Twitch Play Pokémon, c'est considéré avant tout comme une expérience sociale du cerveau commun. Ici, on n'est pas vraiment sur un 1 versus 1000, mais plus sur une sorte de collaboration géante. Plutôt une tentative de collaboration, parce que bon, ça a plus ou moins fonctionné, mais c'était un peu compliqué, hein. Je vous explique rapidement comment ça fonctionnait, je trouve ça génial. On est sur le jeu Pokémon Rouge de Nintendo, évidemment, et le but de cette expérience, c'était de terminer le jeu le plus vite possible. Ou juste de terminer le jeu tout court, hein, parce que évidemment, vous allez comprendre que c'était un peu complexe. Et donc il fallait terminer le jeu grâce aux personnes qui regardaient le live et qui pouvaient envoyer une commande dans le chat. En gros, tout le monde pouvait diriger le personnage, choisir ce qu'il devait faire. Vous pouvez imaginer que quand il y a des milliers de personnes qui jouent sur un jeu comme ça et qui doivent diriger un personnage, ça devient tout de suite infernal. Non, parce que entre les trolls, ceux qui veulent réussir, ceux... Vous comprenez, c'est compliqué. En fait, les commandes sont en quelque sorte votées. On appelle ça de la décomposition analytique. Tous les 30 secondes, si une commande précise a été envoyée beaucoup de fois par rapport aux autres, eh bien c'est cette commande qui sera appliquée. Admettons que sur le live, il y ait 5000 personnes. Si parmi ces 5000 personnes, 2700 décident d'envoyer la commande marcher tout droit, eh bien c'est celle-là qui sera appliquée parce qu'il y aura eu plus de gens, la majorité en fait, qui aura voté pour ça. Donc voilà, c'est un vote, en tout ce qu'il y a de plus con. Et le truc assez étonnant, c'est qu'on a vu émerger des groupes sur Reddit et d'autres sites qui tentaient de créer des alliances pour faire avancer le jeu à leur manière. Il y a comme des clans, en fait, des sectes qui se sont faites pour contrôler le jeu. Et donc ça, c'est humain, en fait. C'est les gens, ils vont tenter de se regrouper comme ça. Sauf que vous allez voir après, en fait, dans la vidéo, que le fait de faire ça, ça tue un peu le truc d'intelligence collective. On va y venir, calmez-vous. Le jeu a finalement été terminé en 16 jours. Le programmeur de cette expérience a ensuite fait plein de parties sur les autres Pokémon. En moyenne, par partie, ils étaient 8000 à contrôler le jeu. Donc il y avait 8000 personnes qui regardaient le live, en gros. Enfin non, il y en a qui regardaient, mais il y en a qui jouaient pas. Enfin, vous avez compris, hein. Il y avait 8000 personnes qui interagissaient pour contrôler Sacha, quoi. Pauvre Sacha. Et si on reste dans le jeu vidéo, on peut voir que l'expérience, elle a été aussi tentée sur Super Mario Bros ou Metal Gear. Et le pire du pire, je pense que c'est sur Dark Souls, qui, comme vous le savez tous, il est absolument abominable à terminer. J'ai passé le premier boss, j'ai désinstallé le jeu juste après. Non, parce que il faut que je me nourrisse aussi. À un moment donné, si tu passes 10 ans à finir un jeu, faut pas déconner. Non, Dark Souls, moi, ça m'a saoulé. Bon, mais attendez, c'est pas terminé, parce qu'il y a un truc qui est plutôt drôle, et plutôt efficace au passage, c'est le club de Ebbsfleet. Alors je sais pas si je le prononce bien, mais sauf que là on est dans le football, dans la vie réelle, hein. Attention, on n'est pas dans un jeu vidéo. Eh bien ce club, en fait, il a recruté son équipe seulement grâce au vote des 30 000 fans qui étaient actionnaires du club. Donc en fait, les mecs qui étaient actionnaires, ils ont payé, je sais plus, 30 $ pour être actionnaire du club. C'est actionnaire fan, hein, attention, hein, c'est un truc un peu qui sert à rien. Sauf que ça leur a donné le droit de voter pour le mercato, pour recruter les joueurs. C'est les fans qui ont recruté les joueurs. Donc ils étaient 30 000 comme ça à sélectionner les joueurs qu'ils considéraient être comme meilleurs pour l'équipe. On a pris évidemment les joueurs pour qui la majorité avait voté, hein, c'est normal. Et figurez-vous que l'année après, le club, il a remporté le FA Trophy. Tout ça pour dire que ça fonctionne. Attention, ça fonctionne dans certains cas, hein. Vous allez voir tout à l'heure un mec qui a mis en PLS 50 000 personnes. Bon, le mec est un petit peu hors du temps, mais bon. On peut imaginer que les recruteurs de cette équipe, de ce club, après ils étaient à la retraite, hein, c'était terminé pour eux. On peut également parler des échecs, avec le maître incontesté Garry Kasparov et son QI de seulement 190. Il a d'abord été battu par une machine qui s'appelle Deep Blue, vous avez déjà peut-être entendu parler de ça, qui elle était capable de calculer 200 millions de possibilités par seconde. Et il a d'ailleurs très mal pris cette défaite, comme vous pouvez le voir.
Je sens l'odeur du somme, Kasparov. C'est quand même un peu énervant de se faire battre par une boîte de conserve, vous en conviendrez. On a donc MSN Gaming Zone. C'est un site de jeux en ligne qui paye pas de mine comme ça, qui a plutôt une sale gueule même. Et donc ce site lui propose non pas de battre une machine, ou un super ordinateur ou ce que vous voulez, mais bien une foule complète. Donc là on retourne vraiment dans l'intelligence collective, qui doit battre un mec qui est quand même champion du monde depuis X années, qui a un cerveau comme as, qui le porte dans une brouette pour aller faire ses cours. Enfin vous voyez, c'est compliqué quand t'as une tête comme ça. Donc Kasparov, on t'aime. Et donc ce site propose à Kasparov de battre une foule. Principe très simple qui rejoint ce dont on parlait avant. Tout se déroule évidemment sur internet et c'est ouvert à tous. On a donc 50 000 joueurs qui décident d'aller laminer le maître Kasparov. Ces 50 000 joueurs proviennent de 75 pays différents. Donc là on est sur 1 versus 50 000, hein, attention. Hein. Et on est sur le même principe. La foule de 50 000 personnes va proposer plein de coups différents à jouer chaque jour, tour par tour. Puis le coup le plus proposé sera joué au prochain tour, pour laisser le temps à tout le monde de proposer son coup. Donc chaque tour dure 24 heures, donc les gens ont 24 heures pour voter en fait. Un jour Kasparov il va jouer, tac, il fait son coup, il avance son pion, et là 50 000 personnes ont 24 heures pour jouer le prochain coup. Donc c'est une partie qui est extrêmement lente, mais ils sont obligés quand il y a autant de monde. Donc les gens vont voter comme ça en masse pour choisir quel coup jouer après Kasparov. Et c'est la même chose, on va prendre les coups qui sont le plus ressortis en moyenne parmi les 50 000 personnes qui ont proposé leur truc, et on va sélectionner celui-là. Donc voilà, c'est un vote en quelque sorte. Mais c'est un vote un peu aléatoire, parce que chacun propose ce qu'il veut. La partie commence en 1999. Je vais vous lire un extrait d'article qui parle justement de cette partie incroyable. Et d'ailleurs, Kasparov a dit que c'était l'une des parties les plus importantes de sa vie après ça. Kasparov joue avec les blancs. Il commence en premier et avance son pion roi. Après 24 heures d'accumulation de votes, la foule répond au champion du monde par une défense sicilienne. Alors une défense sicilienne, t'arrives pas avec un fusil à pompe, non, ça marche pas comme ça. Bon, c'est une technique un peu spéciale, la défense sicilienne, moi je connais bien les échecs, je connais pas du tout. En gros, c'est un truc un peu technique. La foule répond donc avec une défense sicilienne. La meilleure riposte possible à l'ouverture de Kasparov. La partie démarre sur de bonnes bases. Le combat fut très serré, et la foule, loin d'être ridicule, pousse le russe dans ses retranchements. Le 10e coup reste à même dans les annales des échecs. La foule vote à 53% pour un déplacement non conventionnel, qui n'avait jamais été vu auparavant en compétition. L'équipe collective de 50 000 personnes avance en effet sa reine noire en E6, provoquant un subtil déséquilibre des forces présentes. Kasparov qualifiera plus tard ce déplacement de remarquable nouveauté théorique. Donc c'est que le mec quand même a reconnu que la foule avait des bonnes idées. On retrouve même aujourd'hui cette innovation dans certains manuels d'échecs. Et faut savoir que cette partie, elle a duré 4 mois. Et c'est au bout du 62e coup que finalement Kasparov met en PLS les 50 000 pelos. Il a donc drop the mic, comme on dit. Pour bien utiliser une intelligence collective, en fait, il y a une recette à bien suivre, ou plutôt des erreurs à pas commettre. Pour gagner contre Kasparov, il aurait fallu que le groupe de personnes soit très diversifié. Plus les gens sont identiques dans la manière de penser, moins l'intelligence collective va fonctionner. Il faut également que les gens soient indépendants, qu'il n'ait pas la possibilité de discuter avec les autres personnes du groupe avant de proposer leur coup à jouer. Sinon, encore une fois, l'intelligence collective disparaît. Parce que du coup, leurs pensées sont influencées, et c'est plus ça l'intelligence collective. Là, on est vraiment sur un regroupement de personnes, donc c'est pas bon. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé durant la partie d'échecs, des groupes s'étaient créés sur internet pour battre Kasparov. Parce que globalement, il y avait 50 000 personnes dans 75 pays différents, donc on était à peu près sûr qu'il y ait plein de gens qui pensent différemment, sauf qu'il y en avait beaucoup qui avaient justement créé des groupes pour discuter et se mettre d'accord. Et ça, c'est pas bon, ça marche plus. Le cerveau commun ne marche plus comme ça. Il y a un truc plutôt marrant, je sais pas si vous connaissez, c'est des jeux scientifiques qui fonctionnent sur le même principe. C'est des jeux qui ont été créés par des chercheurs pour résoudre des problèmes complexes. Plus vous serez nombreux à jouer à ce jeu, plus les problèmes complexes pourront se résoudre facilement. Il y a même des problèmes de physique quantique, j'étais tombé sur l'un de ces jeux, je l'ai pas retrouvé, mais c'est pas très grave. Par exemple, on a Foldit, c'est un jeu qui vous fait plier des protéines. Les chercheurs récupèrent ensuite les résultats des milliers de joueurs qui ont joué. Parfois trouvent des solutions à des protéines très complexes. Par exemple, avec Foldit, des joueurs ont résolu une énigme scientifique qui résistait depuis 10 ans aux chercheurs. Et ça en seulement 3 semaines, c'est-à-dire que pendant 10 ans, t'as des chercheurs, ils sont cassés la tête à trouver un truc. T'as Jean Hubert derrière son PC avec ses 30 000 potes geeks qui eux l'ont fait en 3 semaines. Vous voyez? C'est l'effet de masse qui fait l'intelligence, vous avez compris. Le truc plutôt drôle, c'est que quand la découverte a été publiée dans une revue scientifique de renom, les joueurs ont été cités en tant que co-auteurs dans cette revue. Donc il y avait une liste géante comme ça à côté de la publication de joueurs, de geeks surtout, qui avaient permis de trouver la solution à ce problème. On peut également parler de EVE Online. C'est un jeu qui est massivement multijoueur, et dedans il y a un autre mini-jeu qui est intégré. Les données de ce mini-jeu vont ensuite être collectées par des chercheurs et permettent de découvrir
des exoplanètes. Oui, vous pouvez être astronome en jouant. Et donc ça, c'est le projet Discovery. En fait, des jeux comme ça, il y en a plein d'autres, où l'intelligence collective est utilisée pour résoudre des problèmes, parce qu'ils sont soit trop complexes pour des machines, soit ils coûtent trop cher. Donc ça coûte moins cher de développer un jeu et de faire travailler 3000 pélos à travers le monde que de payer un super ordinateur 1 million de dollars par jour. Vous avez un peu compris le délire. On a par exemple Philo. Philo permet de comparer des séquences ADN. Le faire par une machine serait encore une fois beaucoup trop coûteux et trop complexe. On a aussi Eterna, qui permet de résoudre des problèmes de repliement de molécules d'ARN. Ils fonctionnent même directement sur navigateur, hein, ils sont pas du tout lourds. On a également Aware, qui est développé par le MIT, qui lui permet de reproduire la carte du cerveau. Et vu que nous, on est beaucoup ici en commentaire et que vous allez être nombreux également à vous abonner après cette vidéo, je vous propose de résoudre un petit problème ici dans les commentaires. Vous allez me résoudre P égale NP. Alors, est-ce que P égale NP? S'il vous plaît, dites-le moi. C'est un des problèmes du millénaire. Si on le résout, on a 1 million de dollars, les gars. Plus sérieusement, venez en masse sur Instagram. Parce que je vais créer une vidéo où on va mesurer notre intelligence collective. La prochaine vidéo sur cette chaîne sera sans doute ça, donc pensez à vous abonner. Et je préviendrai tout le monde quoi faire sur Instagram. Toutes les infos sont en description, le lien de mon Instagram, mon nom, ToonieBaby, vous allez voir. Et jusqu'au 6 janvier, vu que c'est Noël, je mets 20% sur toute ma boutique de vêtements, si vous voulez aller voir. Le lien également en description, c'est cadeau, c'est Noël, c'est Toonie Noël. En plus, je suis habillé en conséquence, Toonie le bûcheron, 20% sur ma marque Black Cat Albinos. Code promo Toonie en majuscule. Pensez à vous abonner et à activer les notifications parce que la prochaine vidéo sera sans doute sur le test de l'intelligence collective de la communauté YouTube. Rejoignez bien l'Instagram pour ça. À très bientôt, merci à tous, à la prochaine comme d'habitude, je vous embrasse. Ciao.